Julie Garnier, je me tourne vers vous pour cette première question. On l'a vu, la PPL est en discussion cette semaine. Comment est-ce qu'on explique qu'un texte adopté à l'unanimité au Sénat suscite autant d'oppositions et d'amendements à l'Assemblée? Et qu'est-ce que, selon vous, il pourrait en rester après le vote du 25 mars? Il faut comprendre qu'on va partir d'un préalable. On est tous, bien évidemment, contre le narcotrafic. C'est une évidence. Alors on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'amendements? Pourquoi est-ce que ça pose autant de difficultés? Parce qu'en réalité, il y a des préalables. En réalité, la lutte contre la drogue ne commence pas là, maintenant, aujourd'hui. Elle commence depuis des années et des années. Et si on regarde la situation internationale, dans les pays principalement concernés par le narcotrafic, et je pense notamment aux pays d'Amérique du Sud, avec la Colombie, avec le Pérou, avec l'Équateur, la Bolivie, donc notamment la Colombie quand même, puisque 75% de la cocaïne provient de ce pays-là. On voit que la lutte contre la drogue, puisque c'est le nom que ça porte là-bas, elle date de 1971, depuis la doctrine Nixon notamment, qui a vraiment mis un paquet là-dessus sur une militarisation en réalité pour lutter, sécuriser et attaquer le trafic de drogue. Qu'est-ce qu'il en ressort? Puisque ça date de 1971, on peut se dire quand même qu'en 2025, on peut peut-être commencer à tirer un bilan. Et c'est ce que font les pays, notamment en Colombie. Ils commencent à tirer un bilan et ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, ça ne marche pas. C'est ça qui s'est passé. Le tout répressif ne fonctionne pas. Ce qui en découle dans leur bilan, c'est de dire que cette militarisation, elle a conduit à quoi? Elle a conduit à une violation stricte des droits de l'homme dans beaucoup d'endroits. Et ça a causé énormément de dégâts. Et quand je parle de dégâts, je parle aussi de morts, et de morts injustifiées et injustifiables. Et elle a conduit aussi à une explosion des inégalités, et notamment dans les quartiers populaires. Par exemple, je pense prendre l'exemple de la Colombie, à Medellín, ce sont notamment les comunas, la Comuna 13, dont on a entendu parler beaucoup, avec Pablo Escobar, ça parle un petit peu à tout le monde, comme ça rafraîchit la mémoire. Eh bien, on voit que en réalité, ça a surtout été un poids pour les populations locales et qui l'ont payé de leur vie, avec notamment des opérations, notamment l'opération Orion du président de l'époque colombien Uribe, qui était un président d'extrême droite, complètement fasciste, et qui a massacré des milliers de personnes en réalité. Et ça, ce sont... Au prétexte de la lutte contre bien sûr, le narcotrafic. Au prétexte de la lutte contre le narcotrafic, contre les FARC, etc. Parce que ils mettaient tout là-dedans. Et puis, de toute façon, c'était les paramilitaires, en réalité, qui avaient tout le pouvoir. Et c'est ça. Et c'est à ça que ça a conduit. C'est-à-dire que ça a conduit à une totale dérive et qui n'a jamais mené le début d'une réussite. La preuve, s'il en fallait une, c'est qu'aujourd'hui, le trafic a augmenté, que le rendement pour la cocaïne a augmenté, qu'on a une explosion de ce trafic-là. Donc, c'est ça le bilan. C'est que non seulement ça n'a pas fonctionné, mais qu'en plus, on a eu une explosion du trafic de la cocaïne. Ça fait des dégâts supplémentaires et donc des victimes supplémentaires. C'est pour ça que, notamment dans ces pays-là, on est pour un changement totalement de doctrine. On est vers ce qu'on appelle une décriminalisation. Et pourquoi pas de réfléchir à une légalisation. Le problème, c'est que aller sur le terrain de la légalisation serait compliqué parce qu'on serait en contradiction avec les traités internationaux, etc. Donc ça conduirait à des sanctions internationales. Donc là, on est un peu plus compliqué. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que cette logique qui prévaut dans la PPL, loi contre le narcotrafic, moi, je peux déjà vous le dire, elle va vers l'échec. Elle va vers l'échec. Et en plus, elle va vers une violation des droits de l'homme. Et ça, c'est pas être devin, c'est juste tirer les enseignements des situations internationales et sortir un petit peu le nez du guidon. Encore faut-il qu'ils en soient capables. Vous voulez réagir, Julie non, Garnier? Je suis complètement d'accord avec le fait qu'on soit on est complètement dans la dérive liberticide qu'on enregistre depuis Macron, ça c'est évident. Et je crois que c'est ça qu'il faut alerter. C'est-à-dire qu'en réalité, cette PPL ne va pas limiter le narcotrafic. Et c'est ça dont il faut prendre conscience. La première conséquence que ça va avoir, c'est de réduire les libertés. Et il faut le redire, la première des sécurités, c'est la liberté. N'est-ce pas? Et s'il n'y a pas la liberté, alors il faut se poser des questions derrière, parce que c'est là où on est en pleine dérive. Et vraiment, il faut le comprendre comme ça, parce que cette PPL ne va pas apporter des moyens supplémentaires pour mener des enquêtes, pour le renseignement, etc. La police judiciaire. Il n'y a pas de moyens supplémentaires. Aussi, on peut le dire. En revanche, il y a une attaque sur les libertés pour que
le simple soupçon, en réalité, vienne supprimer des libertés sans même qu'il n'y ait une seule enquête. Et c'est vers ça, en fait, qu'on est en train de basculer. Et c'est un premier pas qui, on le sait, l'exceptionnel va devenir le normatif à la suite. Et donc, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête et regarder cette PPL avec cet angle-là. Parce que si on ne le fait pas, alors on passe à côté de tout l'enjeu. En fait, le problème, c'est surtout qu'on ne s'attaque pas en haut du spectre, on s'attaque en bas. C'est-à-dire que toutes les dispositions, elles visent surtout à viser les consommateurs, les petits trafics, etc. Mais en réalité, elle ne va pas sur les véritables problèmes structurels. C'est-à-dire que déjà, on vise les consommateurs, mais on ne vise pas à baisser la consommation. Donc on voit déjà qu'il y a un problème dans les objectifs. C'est pas les mêmes. Taper sur les consommateurs ou baisser la consommation, c'est pas la même politique publique. Et ça, il faut l'entendre. Il y en a une qui est privilégiée, mais l'autre est complètement abandonnée. Oui. On ne parle pas de ça, de comment est-ce qu'on fait pour baisser la consommation. Non, c'est un volet tout à fait absent de cette loi. De cette PPL et qui, je pense, pourtant, mériterait quand même qu'on s'y intéresse. Et le deuxième problème, c'est qu'on ne s'attaque pas en haut du spectre, c'est-à-dire vraiment au réseau. Et là, je crois qu'il y a aussi une véritable défaillance, parce que tant qu'on ne s'attaque pas à ça, eh bien... mais en réalité, pour s'attaquer à ça, il faut quoi ? Parce qu'à un moment, il faut quand même qu'on parle des pistes aussi, parce que si eux vont dans le mur, alors qu'est-ce qui ne va pas dans le mur ? Vraiment, il faut qu'on pense à réorienter tous les moyens qu'il y a, parce que, comme le dit très bien Mohamed, oui, il y a des moyens, mais le problème, c'est qu'ils sont mal orientés. Ils ne sont pas orientés vers le haut du spectre. Et donc, cette force-là, il faut la mettre, il faut la diriger véritablement vers le cœur des réseaux, ce qui la demande des temps d'enquête, ce qui la demande de sortir un petit peu de cette politique du chiffre, de cette politique aussi de la communication, parce que il y en a beaucoup aussi dans cette histoire, et donc d'aller vers véritablement un recentrage des moyens. C'est pour ça que nous, par exemple, sur le trafic de cannabis, nous proposons la légalisation. C'est ça être courageux aujourd'hui, en réalité. C'est pas une posture politique. C'est pas une posture politique. C'est une posture réelle qui prend en compte. Parce que tous les spécialistes de la question de narcotrafic vous diront que la politique actuelle, c'est vider la mer avec une petite cuillère. C'est ça qu'on est en train de faire. Ça ne mène à rien, ça mène dans le mur. Et comme je l'ai dit, même les pays les plus concernés par cette question du narcotrafic ont changé de braquet et voient très bien que ça ne mène nulle part. Donc, il faut véritablement penser autrement la question du narcotrafic. Il est temps de changer le logiciel. Exactement, il faut changer de logiciel, mais bien évidemment, ce n'est pas le logiciel du gouvernement qui, lui, est plutôt dans une posture de répression, dans une posture liberticide. Et ça a toujours été, j'ai envie de dire, leur ADN quelque part. Oui. Et c'est ça, véritablement, le souci. Le premier problème, c'est le fait que ce soit Darmanin et Retailleau qui gèrent ce souci-là. Ça, c'est notre premier souci. Moi, j'aime bien prendre toujours des exemples. Je reviens à la Colombie parce que je trouve que c'est très éclairant sur le narcotrafic et notamment Medellín. Il y a les comunas qui sont, on va dire, les quartiers populaires qu'on a, nous, en France. C'est un peu l'équivalent. Les comunas, aujourd'hui, vous pouvez vous balader, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et pourtant, il n'y a pas une seule caméra de surveillance. Donc ça devrait peut-être interroger ceux qui nous vendent de la caméra de surveillance un peu partout et en nous disant dont les effets sont aussi très contestés. Exactement. Et qui serait la recette miracle. Moi, j'ai envie de leur dire, sortez un peu, les gars, quoi, en fait. Allez en Colombie, allez voir comment ça se passe là-bas, et vous allez voir à Medellín que les comunas, vous pouvez vous balader, il n'y a pas une seule caméra de vidéosurveillance, et Medellín, aujourd'hui, est une des villes les plus calmes qui existent, d'un point de vue sécuritaire. Et ça, c'est une réalité. Comment ça se fait ? Pourquoi ? Comment ça se fait qu'à Medellín, alors que, voilà, on pourrait nous dire que c'est le haut lieu, c'est the place to be pour... Ben non, en fait. Ça a changé, pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans ces quartiers-là, il y a vraiment eu une autogestion de la part des habitants qui déjà ont viré tous ces paramilitaires qui ont massacré des populations et qui aujourd'hui ont une profonde envie de paix. Il faut faire confiance aux gens. Ouais. Les gens qui vivent dans les quartiers, c'est des gens comme tout le monde. Ils veulent vivre tranquillement. Et ça, quand on leur laisse les moyens et quand on leur donne les moyens de s'auto-organiser, de dire « Regardez ça, on va pouvoir faire de l'associatif, on va pouvoir mettre en place un véritable cadre de vie », vous allez voir que ça va
véritablement beaucoup mieux se passer que si on met des paramilitaires là-bas. Et donc à Medellín, qu'est-ce qui se passe ? Bien, en réalité, tous les aspects de la vie sont gérés par des associations. Il y a un tissu associatif absolument exceptionnel, je le dis, mais vraiment exceptionnel. Ça va de la gestion des murs par l'art en fonction des associations culturelles qui peuvent exister. Donc même les murs, en réalité, sont autogérés. Ça peut aller aussi de l'économie, où on peut avoir dans chaque maison, dans chaque habitation, eh bien, une mise en commun de toutes les productions locales qui sont mises ensemble en commun par une coopérative. Et donc, c'est partagé sur les marchés et les biens, on va dire, les bénéfices qui en sont tirés sont à nouveau repartagés aussi. Ça peut être aussi sur le tourisme. Le tourisme, on n'a pas le droit de se balader dans les comunas si on n'est pas accompagné par quelqu'un d'une association. Donc, en plus, ils ne sont pas exploités, désabusés par le tourisme là-bas. Donc, bref, on voit que sur tous les aspects, il y a un véritable tissu associatif qui fait que, eh bien, c'est ensemble qu'ils arrivent à tirer vers le haut, et ces quartiers sont devenus des quartiers tout à fait agréables, tout à fait sécurisés, et aussi où on traite véritablement de sujets. Et le sujet, c'est quoi ? C'est de pouvoir vivre dans tous les aspects de la vie, de pouvoir subvenir aux besoins essentiels. Et dans les besoins essentiels, c'est pouvoir manger, pouvoir accéder à un métier, pouvoir avoir accès au transport, pouvoir avoir, etc., etc. Et on voit même que, comme on parle des transports, eh bien, il y a besoin de très peu d'agents municipaux pour gérer les télécabines ou gérer les escalators, parce que c'est beaucoup en pente là-bas. Il faut que 10 agents pour l'ensemble de la ville. Je parle pas d'une petite ville, je parle d'une grande ville. 10 agents. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les associations font énormément de liens, de coopération entre elles. Et en réalité, même pour les bénéfices de la municipalité, c'est positif. Donc, voilà, je voulais vraiment faire ce petit panorama pour montrer que d'autres horizons sont possibles. D'autres horizons sont... Parce qu'un autre monde est possible, bien évidemment, n'est-ce pas ? Mais c'est surtout pour montrer qu'on peut sortir de cette espèce de climat insupportable qu'on nous met sur la tête, où on nous impose que non, il faut être fliqué, il faut qu'on soit tous observés, il faut qu'on soit tous... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si ils peuvent prendre 10 secondes pour regarder les solutions qui marchent réellement, eh bien, elles sont à l'opposé de ce qu'on essaye de nous imposer actuellement, mais aussi depuis quelque temps. Il y a d'autres façons de faire, et je peux vous assurer que dans ces solutions-là, c'est le peuple qui en sort grandi, ce sont les quartiers qui en sortent grandis, c'est la sécurité pour tous qui en sort grandi, parce qu'on s'attaque au vrai problème. Et le problème, c'est quoi ? C'est en réalité de donner les moyens aux gens de pouvoir vivre. C'est ça le vrai problème. Et c'est à ça qu'il nous empêche d'accéder continuellement par tous les moyens, et que ce soit la loi narcotrafic, que ce soit le fait de pouvoir bien vivre, que ce soit le fait d'augmenter les salaires, que ce soit les retraites, que ce soit la santé, que ce soit les écoles. Sur tous les aspects de nos vies, ils nous pourrissent tout. Le problème, je le dis, dans ce pays, c'est Darmanin, c'est Retailleau, c'est Macron, et c'est eux qui doivent dégager. Déjà, quand même, on a progressé. Bien sûr. Parce que, non, je vais te rester optimiste. Vous faites bien après tout ça. On est quand même parti d'une unanimité, vous l'avez dit, au Sénat. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'est plus tout à fait quand même dans le même rapport de force. Et il faut dire qu'en face, ils n'y vont pas de main morte, parce qu'on est beaucoup dans la communication. On est toujours dans une logique très binaire, c'est-à-dire que si vous êtes contre la PPL narcotrafic, alors ça veut dire que vous êtes pour le narcotrafic, bien évidemment. Soyons toujours très simplistes. Mais en réalité, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est que non seulement la loi ne va pas faire diminuer le narcotrafic, mais que en réalité, son seul effet va être de supprimer délibérément des libertés. Et c'est ça qu'il va falloir faire retenir, parce que le narcotrafic, on a déjà la preuve, et c'est pour ça que je faisais la comparaison internationale, on sait déjà que ce n'est pas la bonne façon de le contrer, et que les seuls effets que ça a pu donner, et ce sont des effets extrêmement graves, ça a été vers une militarisation, vers une violation des droits de l'homme, et toujours à une explosion des inégalités, et qui s'attaque, malheureusement, j'ai envie de dire, toujours aux mêmes. Toujours aux mêmes. Et je rappelle quand même qu'on a face à nous un gouvernement qui a quand même eu des démonstrations ouvertement racistes, et que ça doit clairement nous inquiéter. À qui on est en train de donner le volant pour faire des choses illégales. Voilà où est-ce qu'on va, et je crois que n'importe qui est soucieux de vouloir
toujours regarder la France comme le pays des droits de l'homme, doit aujourd'hui profondément s'inquiéter de ce qui est en train de devenir notre pays. L'importance de l'interdépendance et puis là, on est entre sur les gens. Le rôle de la prison, en fait, qui ne joue plus son rôle de réhabilitation. Il est là, en fait, le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a des prisons qui sont presque des accélérateurs de délinquance, de délinquance plutôt que de faire ce vrai travail de réhabilitation avec de la formation, avec il faut que on a besoin d'enseignants, on a besoin d'éducateurs dans les prisons, et aujourd'hui les prisons ils sont laissés complètement ils dorment par terre, donc qu'est-ce qu'on peut parler de réhabilitation? On est d'ailleurs multiplement condamné la France pour l'état de nos prisons, et il ne faut pas avoir mis les pieds en prison en France pour dire que c'est Club Med. Je vous remercie tous les trois